Bienvenue sur la chaîne podcast de Pilot. Ici, on parle Airbnb, rentabilité et décisions concrètes pour les propriétaires qui veulent arrêter de subir et reprendre le contrôle de leur activité. Je te souhaite une bonne écoute. Quand on imagine l'image parfaite de la location courte durée sur Instagram, on a tous en tête le même cliché, non? Oh oui, la fameuse lumière du matin, très esthétique. C'est ça, la lumière dorée qui filtre à travers des rideaux en lin impeccables, le petit feu qui crépite doucement, 2 tasses de café fumantes sur une table en bois brut, et juste là, posé sur le paillasson, un petit panneau pittoresque avec écrit genre «Be our guest». La vision magique par excellence. Complètement. Ça donne cette impression persistante que la maison s'occupe d'elle-même, tu vois, que l'argent tombe littéralement du ciel et que l'hôte passe ses journées à faire du yoga en attendant le prochain virement. Ouais, le fameux mythe du revenu passif. Sauf que, derrière cette porte d'entrée parfaite, il y a un monde totalement invisible. Et c'est exactement ça, un monde d'anxiété algorithmique, de nuits fragmentées et d'une micro-gestion impitoyable. Bon, décortiquons tout ça aujourd'hui. Parce que l'enthousiasme de découvrir ce qui se passe réellement dans les coulisses de ces locations de vacances, il est total pour cette nouvelle plongée au cœur des données. Le contraste est vraiment saisissant en fait. Le paysage a radicalement changé ces dernières années. Il faut bien comprendre comment une simple chambre d'amis, qu'on louait un peu comme ça pour dépanner, s'est transformée en une véritable industrie gérée par des micro-entrepreneurs très pointus. Et pour comprendre ça, on s'appuie sur 2 documents clés qui sont juste fascinants. D'abord, le Global Host Report 2025 publié par Price Labs. C'est une enquête massive menée auprès de plus de 1400 hôtes vérifiés à travers le monde et on parle de petits gestionnaires, des gens qui ont de 1 à 4 annonces. Ce qui représente la grande majorité du marché pour le coup. Tout à fait. Et ensuite, on a épluché un tutoriel technique super précis de la chaîne YouTube Price Labs FR pour voir concrètement comment on gère les tarifs de façon chirurgicale. Alors, pour commencer avec le rapport, le profil type qui ressort, ça casse pas mal de clichés. Déjà, 87% des hôtes sont propriétaires de leur logement. Ouais, c'est pas des gros fonds d'investissement sans visage. Exactement, 87%. On parle d'un engagement personnel, souvent affectif, et surtout financier. C'est pas des immenses portefeuilles d'entreprise. Et un autre chiffre fou, c'est que 56% d'entre eux ne gèrent qu'une seule propriété. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça remet l'humain au centre de l'équation. Mais ça pose aussi la question du temps, parce que l'hébergement, c'est pas un métier à temps plein pour la majorité d'entre eux. Non, et c'est là que ça devient fou. 83% de ces hôtes ont un autre emploi à côté, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Et pourtant, 71% déclarent y consacrer moins de 10 heures par semaine. Moins de 10 heures par semaine. Sur le papier, on se dit, génial, c'est vraiment du revenu passif. Voilà, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais en lisant ça, je me suis fait une réflexion. J'ai comparé ça à un truc qu'on connaît bien. Lequel ? C'est un peu comme gérer un de ces Tamagotchi. Tu te souviens de ces petits animaux virtuels des années 90 ? Ah oui, la fameuse petite bête en plastique qui sonnait tout le temps. C'est exactement ça. C'est un Tamagotchi numérique à haut revenu. Parce que, d'accord, ça prend peut-être que 10 heures par semaine au total, mais c'est des heures complètement fragmentées. C'est pas un bloc le dimanche matin. Non, clairement pas. Il faut le nourrir d'attention constamment. C'est répondre à un message d'un voyageur perdu à 22 heures, gérer un problème de Wi-Fi pendant ta pause déjeuner au bureau. Si tu le fais pas, l'entreprise meurt virtuellement, engloutie par des mauvaises notes. C'est une super analogie. Ce qui se passe, c'est que la charge mentale dépasse très largement le temps de travail effectif chronométré. C'est ce qu'on appelle souvent le deuxième service. Et il y a une citation très forte dans le rapport, celle de Luc Faure, un des hôtes interrogés. Ah oui, celle sur l'aspect financier. Ouais, il dit qu'au final, il espère simplement, je cite, rentrer dans ses frais à long terme. Ça illustre bien la pression financière sous-jacente. C'est pas le pactole pour tout le monde. On paie l'hypothèque, on gère le stress et on espère s'en sortir. C'est fou. Et du coup, ça m'amène à notre deuxième point nid, la fracture entre la technologie et la réalité du terrain. Parce que la technologie, elle a résolu pas mal de choses numériques. Tout ce qui est synchronisation des calendriers, par exemple, ça c'est réglé, c'est fluide. Voilà, t'as une réservation, boum, c'est bloqué partout. Sauf que l'hébergement, ça reste profondément physique. Et la donnée qui m'a sauté aux yeux, c'est que 49% des hôtes luttent pour trouver des agents d'entretien et de maintenance qui soient fiables. D'ailleurs, le mot nettoyage, devine combien de fois il apparaît dans le rapport ? Oh, j'imagine que c'est énorme. Une centaine de fois. 186 fois. 186 fois. Ouais, c'est clairement l'obsession numéro 1. Mais c'est là qu'il y a un paradoxe total.
Si le nettoyage est la plus grande source de stress absolue, comment ça se fait que seulement 10% de ces autres prévoient d'investir davantage dans des outils technologiques de gestion du nettoyage l'année prochaine? Je veux dire, si c'est si dur, pourquoi ils n'achètent pas le super logiciel qui gère les rotations? C'est déconnecté de la réalité, non? En fait, ça s'explique très logiquement. Il y a une citation de Jacob Murphy, de Destination Asset, qui est parfaite pour comprendre ça. Il explique que l'IA et la technologie, ce sont des multiplicateurs, pas des raccourcis. Des multiplicateurs, pas des raccourcis, d'accord. En gros, la technologie numérique, elle va pas passer la serpillière à ta place. L'IA divise énormément la communauté. L'enquête montre que 14% l'adoptent avec enthousiasme pour faire des descriptions d'annonces ou des messages auto, mais 43% s'en sentent complètement dépassés. Ah ouais, donc si t'as une super équipe de ménage, l'outil multiplie leur efficacité, mais si t'as personne, Tu multiplies 0, et ça fait toujours 0. Le côté humain et local, ça reste le goulot d'étranglement totalement imprévisible que la tech ne peut pas résoudre. c'est super clair. Et pourtant, s'ils ont peur de la logistique, l'autre grande peur, ironiquement, c'est la technologie elle-même. Et ça nous amène à l'anxiété des algorithmes. Ah, le paradoxe des plateformes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on regarde les chiffres d'utilisation des agences de voyage en ligne, les fameuses OTA, c'est un raz de marée. Le taux d'utilisation d'Airbnb, c'est 98%. C'est presque un monopole chez ces petits propriétaires. Totalement. En comparaison, Vrbo est à 58% et Booking.com à seulement 39%. Et le plus dingue, c'est la note de satisfaction. Airbnb obtient la meilleure note de la part des autres avec 4,1 sur 5, contre 3,1 pour Booking et 3,3 pour Vrbo. Et pourquoi tu dis que c'est dingue? Parce que, en même temps, l'angoisse domine tout le reste. 71% des autres redoutent au quotidien de recevoir une mauvaise évaluation. Et 63% s'inquiètent constamment de la visibilité de leur annonce. Et même, Annick Rauch, qui est citée dans le rapport, précise que ce chiffre monte à 70% en Europe. Donc ils sont terrifiés, mais ils mettent 4,1 sur 5. C'est vrai que vu comme ça, c'est très paradoxal. En lisant ça, je me suis dit, on dirait vraiment la dynamique d'une relation super toxique, tu vois. Comment ça? Imagine un couple où un des partenaires est hyper imprévisible, il change les règles tout le temps, il te juge en permanence. L'algorithme, quoi. Voilà. Mais c'est ce même partenaire qui paye toutes les factures à la fin du mois. Les autres, ils détestent les règles changeantes, mais ils peuvent pas partir parce que la plateforme garantit les revenus. Il y a même un témoignage d'un hôte qui dit se sentir à 1 à 3 mauvais voyageurs de devoir arrêter la location. C'est hyper anxiogène. C'est très juste. Ce paradoxe s'explique parce que les hôtes évaluent les résultats financiers, pas les politiques internes de la plateforme. Airbnb leur ramène des clients, donc ça marche, donc ils mettent une bonne note. Même si c'est stressant. Exactement. Le problème de fond, c'est que les hôtes subissent 100% du risque. Les dommages matériels, les plaintes des voisins, les réparations, c'est pour eux. Tandis que la plateforme, elle garde le contrôle total de la relation client et de l'algorithme. C'est très déséquilibré. Mais du coup, c'est pas une fatalité. Et c'est la partie la plus optimiste du rapport, je trouve. Reprendre le contrôle, les OTAN en ont marre d'être passifs et de subir. Ouais, les motivations évoluent vers un véritable esprit d'entreprise. Clairement. On voit que 56% ont commencé juste pour avoir un revenu d'appoint, mais aujourd'hui, 49% veulent vraiment développer leur activité et 56% réinvestissent leurs gains. Et la stat qui tue, c'est que 30% prévoient d'investir dans leur propre site de réservation directe dès l'année prochaine. C'est le mouvement de fond de l'émancipation face aux algorithmes. Exactement. Il y a Sarah, une haute citée, qui dit qu'elle veut juste ne plus être, je cite, à la merci des OTA. Et un autre, James Barrett, qui explique une chose très simple. Les clients habitués, ceux qui reviennent, ils veulent réserver en direct. Ils veulent pas repayer les frais de plateforme. Et c'est aussi une question de sécurité pour les autres. Ah oui, le contrôle des voyageurs, finalement. Sur leur propre site, ils peuvent faire leur propre vérification d'antécédents, poser leurs propres règles, sans risquer d'être pénalisés par un algorithme aveugle. Et cette volonté de reprendre le contrôle, elle ne s'arrête pas à la création d'un site web. Elle va jusque dans la micro-gestion des revenus. Et c'est là qu'on fait la transition vers le deuxième document, le tutoriel de Price Labs FR. Parce que s'émanciper, c'est aussi refuser les prix dictés par la machine. Quand l'algorithme génère des tarifs qui semblent complètement à côté de la plaque ou trop bas pour un événement local, les autres professionnels reprennent la main. Manuel contre automatique. C'est ça. Le tutoriel détaille 3 méthodes super intéressantes. La première, c'est l'utilisation du bouton de tarification personnalisé, le fameux Custom Pricing. Ça marche comment, concrètement?
C'est simple. L'hôte sélectionne une longue période, par exemple du 4 février au 31 mars, et il applique un pourcentage de hausse. Genre, paf, plus 10% sur toute la période, parce qu'il sait qu'il y a un salon pro dans le coin, que l'algorithme n'a pas forcément anticipé aussi fort. D'accord. Donc une action massive sur une période donnée. Voilà. Ensuite, la deuxième méthode, c'est beaucoup plus visuel. L'autre va juste glisser sa souris directement sur son calendrier, disons du 7 au 28 février, et il crée la même exception tarifaire en 2 clics. C'est de l'ajustement super réactif. Et la troisième? Je crois que c'est la plus pointue. Ah oui. C'est une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Custom Seasonal Profile, donc le profil saisonnier personnalisé. Elle est située tout en bas des paramètres, mais le détail crucial, et ça j'ai trouvé ça fou, c'est que parfois elle n'apparaît même pas par défaut. Vraiment. Il faut faire quoi du coup? Il faut carrément envoyer un email au support, à support@pricelabs.co, pour demander à l'activer. C'est dire si c'est une fonction d'expert. C'est un peu le menu secret des pros. Grave. Et une fois activée, elle permet à l'hôte de créer ses propres saisons. Il dit adieu à la saisonnalité standard. Il définit sa basse, sa moyenne et sa haute saison avec des prix minimums, des prix de base et des prix maximum qui sont stricts. La machine n'a plus le droit de franchir ses limites. Si l'on relie cela à une perspective plus large, ça prouve vraiment que la location courte durée aujourd'hui, c'est devenu une affaire de spécialistes. Annick Roule le dit bien, les données doivent être compréhensibles par les utilisateurs. Bah oui, sinon tu subis. Exactement. Ces micro-ajustements dont tu parles, ce sont littéralement les armes qui permettent aux hôtes de survivre et d'optimiser face à l'opacité des algorithmes globaux. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Quand on met tout bout à bout, on voit une évolution impressionnante. On est passé d'un petit passe-temps pour se faire un billet en plus à une vraie communauté hyper résiliente. D'ailleurs, 69% des hôtes se disent fiers de ce qu'ils ont construit. Et ils peuvent l'être. C'est clair, ils sont devenus profondément entrepreneurs. Ils jonglent avec de la data complexe, la logistique infernale du nettoyage, tout en gardant un sens de l'hospitalité. Et pour les gens qui nous écoutent, pourquoi on devrait s'en soucier? Que l'on s'intéresse à l'économie ou juste au voyage? Parce que ça change tout. Voilà, parce que la prochaine fois que quelqu'un tape le code d'une boîte à clés pour entrer dans son Airbnb de vacances, il faut réaliser l'écosystème qu'il y a derrière. Ce travail invisible, ces stratégies tarifaires modifiées à la souris et la dose massive de charge mentale pour l'hôte qui espère juste ne pas avoir une review à 3 étoiles. Cela soulève une question cruciale pour l'avenir, finalement. Laquelle? Alors que tous ces hôtes s'émancipent, qu'ils créent leur propre site de réservation, qu'ils perfectionnent leur modèle tarifaire comme des pros, est-ce que l'avenir du voyage ne s'éloigne pas définitivement de l'idée originale du partage de maisons? Le fameux canapé chez l'habitant? Voilà. Est-ce qu'on ne va pas de plus en plus vers un réseau mondial de millions de micro-hôtels hyper optimisés, professionnels et complètement décentralisés? Ouh, c'est une super piste de réflexion. Une vraie professionnalisation qui change le visage de nos villes. En tout cas, ça laisse de quoi méditer pour la prochaine réservation. Si ce sujet t'a été utile, tu peux retrouver l'analyse complète et les retours terrain dans le School de Pilot. Le lien est en description. À très vite.